J'ai souvent cette pensée. Je suis sur mon lit de mort et ma petite fille, qui n'a pas peur des questions dérangeantes, me demande si j'ai bien vécu. J'aimerais lui répondre oui. Oui, parce que j'ai aimé et pris soin des relations avec ceux qui m'étaient chers. Oui, parce que j'ai cherché à mettre en cohérence ce en quoi je crois, mes idéaux, avec ma vie au quotidien. Oui, parce que cela m'a demandé du courage, à certaines reprises, de me défaire de ce qui était attendu de moi. Et oui, parce que j'ai eu la sagesse, à certaines reprises, de questionner ma manière de regarder le monde et de me demander comment vivre cette vie. Mais ces questions ne sont pas réservées au moment ultime de nos vies. Et loin d'être une pensée triste, cette projection dans un futur que nous aurons tous à vivre me maintient en éveil. C'est maintenant que le sens de ma vie se joue et non à sa fin. C'est tous les jours, lorsqu'il m'arrive d'agir différemment de ce que je l'aurais souhaité, que je veux me questionner sur comment me transformer pour vivre une vie plus consciente et nourrie de sens. Le sens. Le sens n'est jamais donné d'avance. Il se recherche et c'est pour ça qu'on parle à ce propos de quête. Il se révèle, il se dévoile, on le perd, on le retrouve. Mais si le sens est une quête, il est aussi conquête. La première utilisation du mot au XIIIe siècle, conquérir, nous indique qu'il s'agit de se rendre maître de territoires physiques extérieurs par la force des armes. Il s'agit aujourd'hui de se rendre maître de soi, de sa liberté, de son destin, par la force d'autres armes, métaphoriques celles-ci, son courage, sa détermination ou sa confiance. Mais à la différence de la quête, qui est une recherche parfois sans fin, la conquête trouve par la force de la détermination qui la caractérise. Si le sens est conquête, ses armes sont celles de la philosophie. La question du sens, c'est la question que pose la philosophie dès ses débuts. Définie par Socrate comme la recherche ou l'amour de la sagesse, elle commence par l'étonnement et le questionnement qui en découle. Elle commence par la capacité que nous avons tous, mais que nous avons parfois perdue, de porter un regard d'enfant sur ce qui nous entoure, un regard intrigué, un regard candide qui interroge ce qui nous paraît évident. Nos enfants sont d'excellents philosophes. Vous les avez certainement déjà entendus poser ce genre de questions. Faut-il obéir si je ne suis pas d'accord ? Pourquoi est-ce que ma grande sœur a un plus grand cadeau que moi ? Dis maman, papa, pourquoi est-ce qu'il faut gagner de l'argent pour vivre ? Ces questions, loin d'être théoriques, ont une vraie portée pratique. Car pour pouvoir y répondre, je vais devoir sortir du prêt-à-penser. Je vais devoir développer mes propres arguments personnels. Je vais devoir interroger les concepts en jeu. Qu'est-ce que l'obéissance ? Qu'est-ce que signifie être d'accord ou pas ? Qu'est-ce qu'un don ? Qu'est-ce qu'un cadeau ? Qu'est-ce que l'argent ? Qu'est-ce qu'une vie réussie ? Le sens, c'est-à-dire la signification que je donne aux mots, va orienter ma manière d'agir, va orienter le sens, c'est-à-dire la direction que je donne à mes actions. Pour les philosophes de l'Antiquité grecque, la philosophie avait une ambition, et c'était la seule, aider à mieux vivre. Alors il y avait bien une philosophie théorique, l'étude des grands systèmes de pensée, les grandes idées sur la nature de l'être humain et sa place dans le cosmos. Mais la véritable philosophie, c'était une certaine manière de vivre. Et quand j'ai fondé l'agence de philosophie TAE en 2013, avec mon associé Marion Genèvre, c'est cette ambition-là que nous avons voulu réactualiser pour que la philosophie puisse être une ressource intérieure pour aider à mieux vivre
au travail. Et aujourd'hui, après avoir animé plus de 500 ateliers philosophiques dans une trentaine d'organisations auprès de 7000 personnes, dirigeants, managers, collaborateurs de tous niveaux confondus, je suis convaincue que la philosophie est une ressource puissante pour cultiver son leadership, son management et son plaisir au travail. Pourquoi ? Parce que la philosophie nous demande d'interroger le sens de nos actions. Elle va nous demander de dialoguer avec nous-mêmes et avec les autres. Elle va nous demander d'argumenter pour asseoir notre pensée sur des fondements solides. Elle va nous demander de mettre en cohérence ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et loin d'être l'apanage de seuls dirigeants, elle est ce qui nous anime tous. Ce leadership est ce qui nous anime tous quand nous sommes au plus proche de nous-mêmes. Les armes de la philosophie pour conquérir le sens sont nombreuses et chaque philosophe, à sa manière, les affine. J'aimerais en partager 3 avec vous ce soir. Commençons par Socrate. Socrate, le père de la philosophie. Qu'est-ce que Socrate nous invite à faire ? À chercher la question derrière la question. Des questions, nous nous en posons tous les jours, des milliers par jour. Mais la plupart ont une visée opérationnelle, pratique. Elles visent à obtenir une information, comment me rendre à TEDx Beauvoisine ce soir ? Une action, peux-tu faire ceci ou peux-tu faire cela ? Un avis, dois-je investir dans ce projet ? Vous connaissez Socrate, c'était un questionneur impénitent. Mais quand il se baladait dans les rues d'Athènes en questionnant ses concitoyens, ce n'est pas tout à fait ce genre de questions qu'il leur posait. Ces questions avaient une visée très claire. Aider ses interlocuteurs à prendre conscience de leurs idées reçues et à combattre les illusions. Dans un dialogue de Platon dans lequel Socrate est mis en scène, un personnage, Lysimaque, se demande s'il doit enseigner le maniement des armes à son fils adolescent. Et ne sachant que décider, il demande à Socrate de trancher. Mais Socrate l'interroge. Est-ce vraiment là le véritable sujet de discussion ? Que recherche Lysimaque en voulant enseigner le maniement des armes à son fils ? N'est-ce pas un moyen en vue d'une fin ? Et Socrate de nous interpeller sur une confusion que nous faisons souvent entre les moyens et les fins. Et c'est ainsi que Lysimaque découvre que son réel souci, c'est de prendre soin de l'âme de son fils. Et donc la nouvelle question devient, que dois-je faire, que dois-je savoir pour prendre soin de l'âme de mon fils, pour rendre mon fils meilleur ? Mais aller chercher la question derrière la question n'est pas toujours évident. D'abord, parce que quand on nous pose une question, nous sommes souvent tentés d'y répondre. Nous vivons dans une véritable culture et un culte de la réponse, j'allais dire du questionnement, de la réponse. Mais si c'est compliqué pour nous, c'est aussi peut-être parce que nous avons peur. Peur de déranger, peur d'être jugé, peur de perdre et de faire perdre du temps. Mais combien de personnes me disent dans les organisations que je côtoie le temps et l'énergie qu'elles perdent à essayer de répondre à un problème qui n'est pas le bon problème. Et j'aime citer ces paroles qui sont attribuées à Einstein, qui disait « S'il me restait 1 heure à vivre et que ma vie dépendait d'un problème donné, je passerais 55 minutes à m'assurer qu'il s'agissait du bon problème. » Le philosophe Henri Bergson ne dit rien de différent. Un problème bien posé est quasiment résolu. S'il nous est difficile d'aller chercher la question derrière la question, c'est aussi parce que ce genre de gymnastique remet en cause nos certitudes, remet en cause nos convictions profondes. Et je pense que c'est une véritable culture du questionnement qu'il s'agit de mettre en place au sein des organisations. Une culture du questionnement où chacun ose questionner, chacun ose poser les questions qui peuvent potentiellement être dérangeantes, mais aussi où chacun
ose être questionné et donc être remis en question. C'est le prix à payer, il me semble, pour cultiver sa clarté de vue, son efficacité, la créativité et l'innovation dont tellement d'organisations parlent. En quelques mots, Socrate nous dit « Osons questionner nos certitudes ». 400 ans plus tard, au début de notre ère, on se retrouve avec Épictète. Épictète est l'une des 3 grandes figures de la philosophie stoïcienne, avec Sénèque et Marc Aurèle. Épictète nous dit que si nous sommes malheureux, ce n'est pas parce qu'il nous arrive des choses malheureuses, c'est parce que nous confondons ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Nous confondons la réalité, les événements, les paroles et les actions d'autres personnes qui ne dépendent pas de nous et qui en réalité sont neutres, avec les opinions que nous nous en faisons, avec notre perception de cette réalité, de ces événements, des actes et des paroles des autres. Et nous passons un temps fou à essayer de répondre à des problèmes qui ne dépendent pas de nous. Ce qui dépend vraiment de nous, pour Épictète, ce sont nos jugements et nos représentations. Ces jugements et représentations colorent la réalité positivement ou négativement. Si je me fais insulter dans la rue par un inconnu, je peux soit choisir de m'en sentir offusquée si je prends cette insulte pour moi, ou me dire que les paroles proférées par cette personne dépendent d'elle et lui appartiennent. Une insulte ne le devient que si je la prends comme telle. Une augmentation de salaire, pour prendre un exemple un peu plus extrême, ou un licenciement, sont des événements neutres en tant que tels, pour Épictète. Si nous les vivons positivement ou négativement, c'est parce que nous les colorons positivement ou négativement. L'or n'a pas de valeur intrinsèque, nous dit Épictète, il n'en a que parce que nous avons décidé de lui en donner. Alors que nous reste-t-il à faire ? Attendre que les choses se passent et puis travailler notre regard ? Épictète est un peu plus fin que ça. Il nous dit qu'il y a 2 endroits où nous avons un réel pouvoir. Dans la préparation des événements et dans la réaction que nous avons à ces événements. Le pouvoir de l'archer, c'est de bander son arc, de positionner sa flèche, de se centrer. Son pouvoir est également dans la réaction qu'il va avoir par rapport au résultat. Mais une fois la flèche partie, il peut se passer tout un tas de choses, la pluie, le vent ou d'autres facteurs qui dévient la trajectoire de la flèche. Le résultat ne dépend pas de l'archer. Épictète aime citer l'exemple du capitaine de navire. Sa responsabilité est de s'assurer que son bateau est prêt à prendre la mer, qu'il est en bon état, qu'il a les équipes bien formées pour être à bord du bateau, qu'il a suffisamment de vivres pour faire sa traversée. Mais une fois l'orage arrivé, il convient pour Épictète de se laisser aller avec les flots. Ce capitaine de navire pourrait être notre manager ou notre dirigeant philosophe d'aujourd'hui. Son rôle, sa responsabilité est de recruter les bonnes personnes, s'assurer qu'elles sont formées, qu'elles ont envie de travailler ensemble. Son rôle est également de les aider à discerner ce qui dépend d'elles et ce qui n'en dépend pas, ce qui n'est pas un exercice facile. Et son rôle est également de les aider à prendre de la distance par rapport à leurs émotions. L'homme a cette capacité de prendre de la hauteur par rapport à ses perceptions, à ses jugements et à ses émotions. Et pour Épictète, le plus grand devoir du philosophe est d'examiner ses représentations et de n'y adhérer qu'après examen. Il me semble que c'est là l'une des qualités essentielles du leader d'aujourd'hui. J'aimerais terminer avec la philosophe allemande Hannah Arendt, philosophe du XXe siècle. Ce que je dis est très simple, écrit-elle.
nous devons penser ce que nous faisons. En 1961, à Jérusalem, alors qu'elle couvre le procès d'Adolf Eichmann, qui a organisé le transport de millions de Juifs sous le régime nazi, elle est frappée par une chose, sa banalité, son manque de profondeur. Les actes étaient monstrueux, dit-elle, mais le responsable, lui, était banal, ordinaire, comme chacun d'entre nous, ni monstrueux, ni démoniaque. Ce qui l'interpelle, c'est le manque de conviction idéologique solide d'Eichmann. Ce n'est même pas sa stupidité, c'est son manque de pensée. C'est cela le mal qu'elle identifie comme banal, le manque de pensée. Non pas la pensée dans le sens d'organiser des idées en vue d'un certain but ou dans le cadre d'un certain projet. Non, cette pensée-là, les organisations savent très bien la maîtriser. Et Eichmann était certainement très bon dans cette pensée-là. Non, je fais référence à la pensée telle qu'Hannah Arendt la conçoit. Pour elle, penser, c'est l'aptitude du cœur à se mettre à la place de l'autre. C'est la capacité que nous avons à juger et évaluer les demandes qui nous sont faites. C'est s'imaginer, se représenter les choses absentes et donc les conséquences de nos actes. Mais pour pouvoir penser de cette manière-là, il nous faut savoir au nom de quoi est-ce qu'on agit. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Il nous faut aussi avoir la capacité à délibérer en nous-mêmes, le dialogue intérieur dont parlait Socrate. Et enfin, il nous faut être en mesure de dialoguer avec les autres. C'est dans la rencontre avec l'autre que l'on se rencontre soi-même, que l'on s'identifie à soi-même, que l'on devient un, comme dirait Arendt. C'est ce dialogue-là qu'il me semble manquer dans les organisations aujourd'hui. Un dialogue fait de suspension de jugement, un dialogue fait d'écoute active des propos de l'autre pour nourrir notre propre pensée. Un dialogue fait de cohérence entre ce que je pense et ce que je fais. Hannah Arendt nous pose les questions suivantes. Dans les décisions difficiles que nous avons à prendre, quelle personne avons-nous envie d'être ? À quoi ne pouvons-nous pas renoncer quand on se regarde tous les jours dans le miroir pour continuer à être face à nous-mêmes ? Les philosophes dont je vous ai parlé ont non seulement philosophé, mais ils ont vécu des vies philosophiques. Ils ont cherché à mettre en pratique, ils ont cherché à vivre ce qu'ils cherchaient à transmettre. C'est cela qui m'inspire aujourd'hui. Et diriger, manager ou travailler en philosophe, pour moi, signifie s'interroger sur qu'est-ce qui nous fait agir, au nom de quoi est-ce qu'on agit, et de pouvoir l'incarner dans ses gestes quotidiens. Dans les transformations d'organisation que je côtoie tous les jours, c'est la chose qu'il me semble la plus difficile à réaliser, cette exemplarité, cette cohérence entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. Mais je crois en l'humain qu'il y a en chacun d'entre nous. Je crois que chacun d'entre nous, à un moment donné de sa vie, quelle que soit son éducation, son histoire familiale, son contexte socio-culturel, se questionne sur le sens de sa vie et sur le sens de son travail. Pour certains, c'est à la fin. Pour d'autres, c'est à l'occasion d'un coup dur personnel, une maladie, la sienne ou celle d'un proche, ou d'un coup dur professionnel. N'attendons pas ces moments graves pour vivre une vie philosophique. Merci.